Maman, tu vas le mettre mal à l'aise. Julien a ses amis, ses profs. Ce n'est pas le moment. Rentre à la maison, s'il te plaît. Voilà ce qu'il m'a dit, mon propre fils. Devant l'entrée du campus, ce jour que j'attendais depuis des années, j'étais venue avec mon gâteau au citron, encore tiède, soigneusement emballé, et un vieux carnet de recettes relié à la main pour le donner à mon petit-fils, comme un talisman, une part de moi. Je ne demandais rien d'autre que d'assister à sa remise de diplôme, juste voir ses yeux briller, juste entendre merci. Mamie, mais ce que j'ai reçu, c'est cette phrase-là, glaciale, poli, humiliante. Je m'appelle Hélène Bisset, j'ai 70 ans, et pendant plus de 40 ans, j'ai vendu des gâteaux faits maison sur les marchés du Vieux-Nice. J'ai traversé les saisons avec mes madeleines, mes tartelettes, mes brioches au sucre et mes doigts gerçaient. J'étais cette silhouette qu'on croisait à l'aube, tirant son chariot, saluant les commerçants d'un sourire discret. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ma famille, pour Marc, mon fils unique, que j'ai élevé seul après la mort de mon mari Paul, pour Julien, mon petit-fils, dont j'ai payé les livres, les cours privés et même l'université, en silence, sans jamais réclamer ni reconnaissance ni retour. Marc, il a grandi trop vite après la mort de Paul. J'ai fait ce que j'ai pu, ce que j'ai cru être bien. Je me suis levée à 3 heures du matin pendant des années. J'ai vendu mes alliances pour l'aider à acheter un appartement. J'ai laissé son nom sur des comptes pour simplifier les démarches. Et quand Julien est né, j'ai recommencé. Une nouvelle chance, un nouveau cœur à protéger. J'ai mis de côté, chaque semaine, pour ses études. J'ai préparé ce que j'appelais en secret le futur de Julien. Je n'ai jamais rien dit. Je voulais juste qu'il avance, qu'il réussisse, qu'il soit fier d'où il venait, même si c'était d'une cuisine minuscule et d'un stand de rue. Et ce jour-là, après 6 heures de train, j'ai été arrêtée par Marc, à quelques mètres de la salle. Il portait un costume trop neuf, comme s'il essayait de cacher quelque chose. Il ne me regardait pas vraiment dans les yeux. À côté de lui, Élise, sa femme, restait muette, regardant ailleurs, comme si j'étais une erreur d'impression sur une belle photo. J'ai attendu, j'ai espéré que Julien vienne, qu'il dise un mot. Rien. Ils sont partis à l'intérieur, tous les trois. Et moi, je suis restée là, avec mon gâteau au citron, mon carnet de recettes et un vide dans la poitrine si vaste qu'on aurait pu y entendre l'écho de ma naïveté. Je ne suis pas rentrée tout de suite. J'ai pris un banc dans une petite gare inconnue et j'ai pleuré en silence. Pas les larmes bruyantes du chagrin. Non, les larmes épaisses du réveil. Celles qui tombent quand on réalise qu'on a aimé seulement tant qu'on donnait, tant qu'on restait utile. J'ai ouvert mon carnet, celui que j'avais préparé pour Julien, et au dos de la dernière page, j'ai commencé à écrire, ligne après ligne. Toutes les fois où j'avais dit oui, tous les virements, toutes les petites humiliations avalées, tous les silences. Et je me suis dit, c'est fini. C'est fini d'attendre qu'on me voie. Fini de tendre les bras pour être repoussé. Ce que j'ai donné, je peux le reprendre. Ce que j'ai offert, je peux le transformer. Je ne serai plus jamais une femme qu'on fait taire par politesse. Je ne veux plus être une grand-mère qu'on cache, qu'on efface. Je ne serai plus l'ombre d'une lignée qui ne veut pas de moi en pleine lumière. Ce jour-là, devant les portes closes de la réussite de mon petit-fils, j'ai compris que ce n'était pas moi qui étais de trop. C'était eux qui n'avaient plus de place pour l'amour véritable, l'amour sans condition. Alors j'ai décidé de faire autrement. Et cette fois, ce que je construirai, personne ne pourra le m'effacer. Je n'ai jamais été une femme brillante, ni une intellectuelle, ni même une grande lectrice. Ma bibliothèque, c'était mes cahiers de recettes. Mon théâtre, c'était le marché de la Libération. Chaque samedi matin, avec ses cris joyeux, ses odeurs de fromage,
de fruits écrasés et de sueurs partagées. J'ai tout appris en observant. La pâte qui doit reposer, le client qui hésite, le voisin qui souffre en silence. J'ai appris à deviner les besoins avant même qu'on les exprime. C'est peut-être pour ça que j'ai trop donné. À force d'anticiper, j'ai oublié de demander. Quand Paul est mort, j'ai cru que le monde s'arrêtait. Et pourtant, le réveil a sonné le lendemain. Marc avait besoin d'un manteau, de livres pour l'école, d'un peu de chaleur. Alors j'ai mis mon deuil dans une boîte et je suis allée frapper aux portes des boulangers du quartier. Personne ne voulait d'une veuve sans diplôme. Alors j'ai fait comme toujours. Je me suis débrouillée. J'ai trouvé une vieille remorque, des planches, une parasole trouée. J'ai cousu des nappes avec les rideaux de la chambre de Paul et j'ai commencé à vendre. Dans le vent, dans le froid, dans le regard parfois moqueur des passants, mais aussi dans les sourires de ceux qui revenaient chaque semaine pour les tartelettes de la dame du coin. Marc n'a jamais manqué de rien. J'ai vendu ma bague de fiançailles quand il a voulu acheter son premier appartement. J'ai mis mon nom en caution quand ils ont demandé un prêt pour leur deuxième voiture. Quand Julien est né, j'ai vidé mes dernières économies pour payer une babysitter pendant qu'Élise reprenait le travail. Ce n'était jamais demandé avec arrogance. C'était dit avec cette douceur calculée. « Maman, tu sais qu'on ne pourrait pas y arriver sans toi. » Et moi, j'en étais presque fière. J'avais l'impression d'être indispensable, d'exister. Enfin, mais ce n'était qu'un rôle, un costume pratique, celui de la mère qui résout, qui rassure, qui rend flou. Jamais celui qu'on invite au premier rang. Jamais celle à qui on dit merci avec les yeux mouillés. Quand Julien a eu 10 ans, j'ai ouvert un compte épargne à son nom. J'y versais discrètement une partie de mes recettes du marché. Je n'en parlais pas. Je ne voulais pas qu'on se sente redevable. Je me disais que, le jour venu, ce serait une belle surprise. Un petit coussin pour ses études. Un moyen de lui dire « Je crois en toi ». Le compte était au nom de Marc. Pour faciliter les démarches, disait-il. J'ai signé les papiers sans lire, par confiance, par naïveté, peut-être, mais surtout, par amour. Je me souviens des mercredis où Julien venait chez moi après l'école. Il adorait plonger ses doigts dans la pâte à madeleine. Il riait quand la farine lui blanchissait les sourcils. Camille, sa cousine, venait parfois aussi. Elle était plus calme, plus posée. Elle m'aidait à laver les ustensiles, rangeait sans qu'on le lui demande. Une petite fille discrète, attentive. Je ne faisais pas de différence. J'aimais ces 2 enfants de tout mon cœur, mais dans la hiérarchie familiale, Camille n'était que la fille de la sœur de Marc, donc pas vraiment du sang direct, disait Élise un jour, à moitié sérieuse. Une phrase qui m'a glacé le dos, comme si l'amour avait des degrés, comme si le mérite dépendait de l'ADN. Et pourtant, malgré ces petits signaux, je continuais. J'étais persuadée que, dans le fond, il m'aimait, qu'il comprenait tout ce que j'avais fait. Il m'arrivait de rêver à la cérémonie de remise de diplôme de Julien. Moi, assise au 3e rang, le cœur gonflé d'orgueil, tenant le carnet de recettes comme un grimoire précieux à lui remettre. Une image simple, un rêve de rien. Et c'est ce rêve-là que Marc a piétiné avec une phrase banale. Lâché comme un ordre logistique, tu vas le mettre mal à l'aise. Et tout ce que j'avais cru solide s'est effondré. Ce n'était pas une scène unique, ce n'était pas un accident. C'était le résultat de toutes les fois où j'avais dit « oui », de toutes les fois où j'avais mis de côté mes propres besoins, mes propres limites. J'avais donné sans compter et ils avaient pris sans réfléchir, parce que je n'avais jamais osé poser la question. Et moi, dans tout ça, ce jour-là, assise dans le train, carnet sur les genoux, j'ai repassé tous ces souvenirs, un à un, non pas pour me faire du mal, mais pour comprendre, pour voir clair. Et j'ai compris que j'avais investi dans un amour à sens unique,
que j'étais devenue invisible au moment même où j'avais cessé de dire non, et que l'amour, sans respect, n'est qu'une dette déguisée. Le matin de la cérémonie, j'ai mis un point d'honneur à porter ma robe en lin bleu marine, celle que j'avais cousue moi-même pour les grandes occasions. Elle sentait encore légèrement la lavande du placard. J'ai glissé dans mon sac une boîte en fer blanc, ancienne boîte de bonbons reconvertie, où reposait un gâteau au citron encore tiède. J'avais aussi glissé un petit paquet, enveloppé d'un papier craft simple. Dedans, mon carnet de recettes, entièrement recopié à la main, avec des annotations, des anecdotes, des dessins de Camille quand elle était petite. C'était plus qu'un cadeau, c'était une transmission. Le train pour Aix-en-Provence partait à 6h12. Je suis arrivée à la gare avant même que le guichet n'ouvre. J'ai pris place près de la fenêtre, serrant le sac contre moi. Mon cœur battait fort, un mélange d'excitation et d'inquiétude. Je n'avais pas prévenu Marc. Je voulais que ce soit une surprise. J'imaginais la scène. Julien qui me voit dans le public, les yeux écarquillés, un sourire, peut-être même une larme. Moi qui lui tends la boîte, qui lui murmure « C'est ton tour maintenant ». J'avais mis tant d'amour dans cette projection que je n'avais pas envisagé une autre issue. En sortant du taxi, devant le grand amphithéâtre, j'ai senti mes mains trembler. Il y avait des familles entières, des enfants qui couraient, des mères élégantes, des pères fiers. Je ne me sentais ni moins bien, ni plus petite. J'étais là, debout, présente. Et c'est là que je l'ai vu, Marc. Il sortait du bâtiment, visiblement à ma recherche. Je me suis redressée. Il allait me prendre dans ses bras, me remercier, m'accueillir. Mais au lieu de ça, il a baissé les yeux. Son visage était tendu. Il a dit, presque à voix basse, « Maman, tu ne devrais pas être ici. » Je me suis figée. Il a poursuivi. Julien est stressé. Il y a ses amis, ses profs. Il ne t'attendait pas. Ce n'est pas le bon moment. Sa voix était sèche, précipitée, comme s'il récitait une consigne douloureuse. Derrière lui, Élise s'est avancée, mais elle n'a pas ouvert la bouche. Elle m'a juste regardée, brièvement, puis a détourné le regard, comme si j'étais un détail gênant. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Marc a fait un pas en arrière. « Tu comprends ? Ce n'est pas personnel. C'est juste le contexte. Le contexte, comme si j'étais une faute de décor, une erreur de casting. » J'ai serré la boîte dans ma main, si fort que le bord m'a entaillé la paume. Je n'ai pas supplié, je n'ai pas crié. J'ai juste regardé mon fils, mon propre fils, me dire que ma présence ferait honte à mon petit-fils. Et j'ai compris que quelque chose en moi venait de mourir. Je suis restée sur le trottoir pendant qu'ils retournaient à l'intérieur. Je les ai vus franchir les portes, se mêler à la foule, disparaître dans les applaudissements. Personne ne s'est retourné. Ni Marc, ni Élise, ni Julian. Peut-être qu'il ne savait pas. Peut-être qu'on ne lui avait rien dit. Mais même cette pensée-là, je n'ai pas pu m'y accrocher. Parce qu'à 19 ans, on peut poser des questions. On peut chercher les visages qui comptent. Et lui, il ne m'a pas cherché. Je me suis assise sur un banc. Un peu plus loin, le soleil tapait. Le vin portait les bribes de discours amplifiés. Je n'ai rien mangé. Pas une miette du gâteau. J'ai ouvert le carnet de recettes et je l'ai feuilleté, doucement, comme pour me rappeler qui j'étais. Chaque page était une preuve d'amour, un acte de foi. Et pourtant, aujourd'hui, j'étais traitée comme une intruse. Le retour en train fut long, silencieux, presque irréel. Le wagon était presque vide. J'ai posé le carnet sur mes genoux et, au crayon, j'ai commencé à noter toutes les fois où j'avais aidé Marc, le prêt pour sa maison, les frais de crèche de Julien, les courses que je laissais discrètement sur le pas de leur porte, les mois difficiles. J'ai écrit les montants approximatifs.
Pas pour me venger, pour voir, pour comprendre, pour faire le deuil. Puis j'ai noté autre chose. Une question. Une seule. À quel moment suis-je devenue un poids? La réponse n'est jamais venue. Mais en l'écrivant, j'ai senti quelque chose changer. Un déclic. Comme si j'acceptais enfin de regarder la vérité en face. Je n'étais pas aimée pour ce que j'étais. J'étais tolérée tant que je rendais service. Et dès que j'avais voulu exister en dehors de leur utilité, on m'avait prié de m'effacer. Ce choc-là, ce n'est pas celui d'un jour. C'est l'accumulation de toutes les petites gifles invisibles, de tous les silences, de toutes les attentes déçues. Ce jour-là, j'ai compris que je devais reprendre ma place. Non pas celle qu'ils me laissaient, mais celle que je méritais. Une place pleine, légitime. Et que s'ils ne me reconnaissaient pas, d'autres le feraient. Quand je suis rentrée à Nice ce soir-là, il était presque minuit. Les rues étaient calmes, les volets tirés, la boulangerie en bas fermée. J'ai traversé la vieille ville avec ma valise à roulettes, le carnet toujours dans mon sac. J'aurais pu m'effondrer, j'aurais pu m'allonger sur le canapé, pleurer toutes les larmes retenues. Mais à la place, j'ai allumé la lumière de la cuisine. J'ai posé mes affaires sur la table et j'ai sorti un stylo noir. Ce soir-là, j'ai fait ma première liste de décisions. La première ligne disait « Fermer le compte épargne de Julien ». La deuxième « Contacter Maître Julien, notaire ». La troisième « Revoir mon testament ». Le lendemain matin, dès l'ouverture de l'agence, je me suis rendue à la banque. Le directeur m'a reçue avec un sourire forcé, le même qu'il utilisait quand je venais déposer mes petites sommes. Longtemps ridiculisé par les chiffres de ses clients importants, j'ai demandé à parler à Maître Julien, un vieil ami de Paul, notaire à la retraite partielle, mais toujours lucide, toujours juste. Il m'a reçu le jour même. Nous avons parlé 1 heure entière, sans détour. Je lui ai tout raconté. Le silence de Julien, le rejet de Marc, l'argent épargné pendant 20 ans sans une once de gratitude. Il m'a écouté, sans m'interrompre. Puis il a hoché la tête. Vous êtes en droit de tout reprendre. Et cette fois, faites-le pour vous, le soir même. J'ai signé un document révoquant l'accès de Marc au compte de Julien. Le solde a été transféré sur un nouveau compte à mon nom. Pas un mot à Marc. Pas d'explication. Juste un acte. Un geste. Une ligne droite que je traçais enfin pour moi-même. J'ai ensuite demandé à modifier mon testament. Marc et Julien en étaient les principaux bénéficiaires jusqu'alors. Plus maintenant. Leurs noms ont été rayés, remplacés par une ligne que j'ai écrite moi-même. À Camille Lefort, pour sa présence, sa tendresse, et parce qu'elle n'a jamais attendu d'héritage pour aimer. Camille, elle avait 25 ans, des yeux calmes et des mains solides. Elle n'était pas brillante, ni ambitieuse, mais elle était là. Chaque fois que j'avais besoin, elle apparaissait, avec un sachet de thé, un sourire discret, ou simplement une paire de bras pour porter les sacs de farine. Quand elle est venue me voir ce dimanche-là, je n'ai pas parlé tout de suite. Elle a vu les papiers sur la table. Elle n'a posé aucune question. Elle s'est approchée, a rangé la boîte de gâteaux restée intacte depuis Aix. Elle avait une tasse, puis m'a demandé doucement « Tu veux qu'on fasse un gâteau ?»« Mamie ?» Je n'ai pas pu répondre. J'ai juste hoché la tête. Et pendant qu'elle fouillait les placards à la recherche de levure et de zeste de citron, mes larmes ont coulé, silencieuses mais pleines. C'était la première fois depuis longtemps que je pleurais en étant vue. Après le gâteau, après le silence doux de l'après-midi, je lui ai parlé de mon idée, créer une bourse, une bourse pour une fille qui, comme Camille, comme moi autrefois, n'avait personne pour l'aider à aller plus loin. Nous avons décidé de l'appeler Bourse Paul Bissec, en hommage à mon mari.
Ce doux rêveur qui croyait que chaque enfant méritait une chance. Camille a souri, a pris un cahier neuf et a commencé à noter les critères, les idées, les contacts possibles. Elle tapait sur son ordinateur pendant que je pétrissais la pâte. Nous formions une drôle d'équipe, un peu bancale, mais sincère. Et dans ce désordre de levure, d'émotion et de justice, j'ai senti quelque chose renaître. Une direction, un sens. J'ai envoyé la lettre officielle à la banque le lendemain. Tous les fonds prévus pour Julien ont été transférés sur un compte dédié à la bourse Paul Bisset, administrée par une association locale d'aide aux étudiants. J'ai également proposé, anonymement, un don complémentaire pour l'année suivante, à condition que les bénéficiaires écrivent une lettre de motivation manuscrite. Je voulais lire leurs mots, sentir leur envie, le contraire exact du silence de Julien. Dans les jours qui ont suivi, Marc m'a appelé plusieurs fois, des messages vocaux, puis des textos. « Maman, on s'est mal compris. Julien était nerveux. » Était nerveux. Ce n'était pas contre toi. On devrait parler. Je n'ai pas répondu, pas par vengeance, mais parce qu'il était trop tard. J'avais changé de langue, celle de l'action, celle de la clarté. Lui parlait encore dans celle du brouillard. Julien m'a aussi appelé. Une seule fois, il a dit qu'il ne savait pas que j'étais venue, qu'il était désolé. J'ai répondu calmement, tu es majeur. Si tu ne savais pas, c'est que tu n'as pas cherché à savoir. Il a bégayé, puis a raccroché. Il n'a jamais rappelé. Camille, elle, est restée. Elle m'aidait à créer un site pour la bourse, à trier les dossiers, à répondre aux courriels. Elle m'a fait découvrir les plateformes numériques, les fichiers partagés. On riait parfois comme deux adolescentes découvrant un monde nouveau. Elle m'a même convaincue d'ouvrir une adresse email officielle. J'ai trouvé ça ridicule. Et puis j'ai vu le premier message arriver. Une jeune fille de 18 ans, de Marseille, qui écrivait « Je veux devenir institutrice, mais mes parents n'ont rien. J'ai vu votre bourse. Est-ce que vous pourriez croire en moi ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis allée chercher mon carnet de recettes. J'ai découpé un petit morceau de papier et j'ai écrit « Oui, je crois en toi ». C'était un début. Et c'était exactement ce que j'aurais voulu entendre. Moi, il y a 50 ans, les jours qui ont suivi la création de la bourse furent étranges. Calmes en apparence, mais sous la surface, il y avait ce frémissement silencieux, comme une mer avant la tempête. J'avais bougé une pièce dans le jeu, et je savais que d'autres allaient réagir. Ce fut d'abord Marc. Il m'a appelé plusieurs fois par jour. J'ai laissé son nom clignoter sur l'écran du téléphone sans décrocher. Puis sont venus les messages. « Maman, on a besoin de parler. Tu exagères. C'est juste un malentendu. Tu nous fais passer pour des monstres. » Il finissait souvent par « Julien est crush affect. » Tu sais, je n'ai pas répondu. Ce silence n'était pas une vengeance. C'était une protection. Une façon de me tenir droite sans m'expliquer à ceux qui n'avaient jamais demandé comment j'allais. Il m'avait fallu 70 ans pour comprendre que poser des limites, ce n'est pas tourner le dos, c'est se tenir face. Julien, Louis, a appelé une seconde fois. Sa voix était plus posée que la première fois. Il m'a dit « Mamie, j'ai vu ton nom dans la liste des donateurs de la bourse. J'ai compris. Je suis désolée. » Il a attendu une réaction. Je me suis retenue de répondre. J'ai respiré profondément. Puis j'ai répondu doucement. Tu sais, Julien, être désolé, c'est bien, mais comprendre, c'est mieux. Et agir, c'est encore autre chose. Il a murmuré quelque chose. Peut-être un merci, peut-être un soupir. Puis il a raccroché. Il ne m'a plus rappelé depuis. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un email. Élise, laconique, presque clinique. Bonjour Hélène, j'aimerais avoir un moment avec toi pour clarifier ce qui s'est passé.
Nous avons été maladroits. Ce n'est pas ce que nous voulions. Julien traverse une période délicate. Peut-être pourrions-nous en parler. Quand tu te sentiras prête. J'ai lu ce message plusieurs fois. J'ai même commencé à écrire une réponse. Mais chaque mot sonnait faux. Comme si je devais encore me justifier d'avoir été blessée. Alors j'ai fermé l'ordinateur. Pas par méchanceté, mais parce que je n'avais plus envie de mettre mes blessures en consultation familiale. Puis ce fut le coup de théâtre. Marc, par l'intermédiaire de son avocat, m'a fait parvenir un courrier officiel contestant la modification de mon testament. On m'y accusait, entre les lignes, d'agir sous influence, de ne plus être en pleine possession de mes moyens, comme si ma lucidité était une menace. J'ai lu le document en silence, puis je l'ai transmis à Maître Julien. Il m'a rappelé le lendemain. Avec une voix tranquille mais ferme, ils n'ont aucune chance. Vous êtes parfaitement dans vos droits, et vos actes sont cohérents, fondés, documentés. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. C'est étrange, ce que l'on ressent quand les rôles s'inversent, quand ceux qu'on a nourris, élevés, aimés sans condition, deviennent ceux qu'il faut tenir à distance. Pas par haine, mais par nécessité. Camille était là tout au long de cette période. Elle ne disait pas grand-chose, mais sa présence m'apaisait. Elle m'accompagnait à la poste pour envoyer les lettres, m'aidait à trier les candidatures de la bourse, m'apportait des madeleines maison en rigolant. C'est toi qui m'as tout appris, mamie. Mais je ne rivalise pas encore. C'est elle aussi qui a eu l'idée de coller sur le frigo une feuille avec 3 mots, écrits en capitales claires. Calme, ferme. Elle m'a dit, c'est ta nouvelle devise. Pas besoin de crier pour poser des limites. Et effectivement, tout devenait plus clair. Les discussions avec Maître Julien, les dossiers de bourse que je relisais avec attention, les messages que je ne répondais plus, mais que je ne supprimais pas non plus. J'apprenais à cohabiter avec la déception, à ne plus la laisser ronger tout l'espace, à lui faire une place discrète, au fond de la pièce, mais à ne plus lui tendre la main. Une après-midi, alors que je remplissais un chèque pour financer une imprimante pour la première bénéficiaire de la bourse, j'ai ressenti un curieux sentiment. Ce n'était pas de la joie, ce n'était pas du triomphe, c'était de la dignité, une sensation que je n'avais plus connue depuis des années. J'existais à nouveau, mais selon mes propres termes. Marc a cessé d'écrire. Au bout d'un moment, Julien aussi. Je n'ai jamais su s'ils avaient vraiment compris. Peut-être qu'un jour, ils reviendront. Peut-être pas, mais ce n'est plus ce qui me définit. J'ai passé trop de temps à attendre qu'on me reconnaisse. Désormais, je me reconnais moi-même. Et dans le calme retrouvé de ma petite cuisine du Vieux-Nice, entre les pots de confiture maison et les torchons usés, je me suis surprise à sourire. Pas pour ce que j'avais perdu, mais pour ce que j'avais enfin repris, ma voix, ma place. Et surtout, ma paye. Les premières lettres de remerciement sont arrivées au début du printemps. De jolies enveloppes, parfois un peu tordues, avec des timbres mal collés, venus de Marseille, de Béziers, de Clermont-Ferrand. Des écritures hésitantes, des fautes d'orthographe attendrissantes, mais surtout de la sincérité. À chaque fois que j'en ouvrais un, je prenais une grande inspiration, comme si j'allais respirer un peu de leur vie. Et dans ces mots maladroits, j'ai trouvé ce que je n'attendais plus, de la reconnaissance, de la vraie, celle qui n'attend rien en retour, celle qui jaillit d'un cœur simple. Il y avait notamment cette lettre, signée Sophie M. Elle racontait qu'elle vivait dans une HLM, qu'elle travaillait les soirs dans une supérette pour aider sa mère à payer les factures, et qu'elle rêvait de devenir professeure de lettres. Elle terminait par ces mots. « Je ne sais pas pourquoi vous avez pensé à moi, mais grâce à vous, je vais pouvoir y arriver. Vous êtes, pour moi, une architecte invisible. » J'ai relu cette phrase 3 fois,
une architecte invisible. C'était exactement ça, ce que j'avais toujours été, ce que j'acceptais enfin d'être. Quelques semaines plus tard, Camille est arrivée chez moi un vendredi matin, un grand sourire dans les yeux. Regarde, elle tenait dans ses mains une photo imprimée. Sophie, sur une scène modeste, une robe simple mais propre, tenant un micro dans une main et un petit paquet dans l'autre. Elle rayonnait. Elle a reçu la bourse hier. Elle a parlé de toi. Elle a dit que tu lui avais redonné confiance. J'ai regardé l'image longtemps et puis je suis allée dans la chambre. J'ai sorti mon vieux carnet et j'ai dit à Camille, « Tu crois qu'on pourrait en faire un petit livret pour l'offrir aux filles comme elle ?» Nous l'avons appelé « Les douceurs pour l'âme ». Ce n'était pas un livre de recettes comme les autres. À chaque page, j'avais glissé une histoire, une anecdote sur Paul, une remarque de Camille quand elle était enfant, une pensée griffonnée dans la marge. C'était un livre de cuisine, oui, mais aussi un journal de bord, un recueil de mémoires. J'en ai offert une 30aine d'exemplaires à des jeunes filles, à des femmes seules, à une infirmière qui venait de perdre sa mère. Et à chaque fois, j'écrivais à la main, en première page. Pour les jours où tu douteras, souviens-toi que tu as de la valeur. Même sans témoin, ce livret a circulé plus vite que je ne l'aurais cru. Des voisines sont venues m'en demander un. Une association locale m'a appelé pour savoir si je pouvais en imprimer d'autres. Et un jour, une dame d'un centre culturel m'a demandé si je voulais venir parler de mon parcours. Rien de grandiose, m'a-t-elle dit. Juste une petite conférence sur les femmes âgées et l'indépendance. J'ai d'abord ri, moi, parler en public. Mais Camille m'a prise par les épaules, doucement. Tu as vécu bien plus que tu ne le penses, ma mienne, et tu as appris à dire non sans crier. C'est rare. Ça, en attendant cette conférence, la maison est redevenue vivante. Les amis du quartier passaient plus souvent. Une voisine m'a apporté une tarte qu'elle avait tentée à ta façon. Hélène. Mais j'ai mis un peu trop de rhum. On riait, on partageait des souvenirs, mais aussi des projets. Une autre m'a demandé si je voulais l'aider à faire un atelier pâtisserie pour des enfants du foyer voisin. J'ai dit oui, pas pour transmettre un savoir, mais pour continuer à habiter ma vie pleinement. Camille venait presque chaque semaine. Elle dormait parfois sur le vieux canapé-lit du salon. On regardait des films en noir et blanc. On buvait du chocolat chaud trop sucré. Un soir, elle m'a dit « Tu sais, je t'ai jamais dit, mais quand j'étais petite, j'avais peur de grandir. Parce que je croyais qu'être adulte, c'était devenir dur, froide. Et toi ? Tu m'as montré qu'on pouvait vieillir en restant douce. J'ai souri, parce que c'est peut-être ça, le vrai héritage. Laisser une image de soi qui donne envie d'être meilleur. L'été est arrivé. Sophie a écrit à nouveau. Elle allait venir à Nice pour voir la mer. Pour la première fois de sa vie. Elle m'a demandé si on pouvait se rencontrer. J'ai répondu avec joie. Je t'attendrai avec du citron, de la farine et une paire de mains pour t'apprendre à battre les blancs en neige. J'avais même prévu de lui offrir le tout premier exemplaire, relié du livret. Je ne savais pas encore que ce serait le début d'autre chose, d'un cercle plus grand, d'une communauté discrète, mais réelle, des femmes, des jeunes, des solitaires qui trouvaient dans une cuisine minuscule, au cœur du Vieux-Nice, un lieu où l'on ne juge pas, où l'on écoute, où l'on partage un gâteau et un silence sans gêne. Ce que j'avais perdu, je ne le pleurais plus, parce que j'avais trouvé mieux. Des liens vrais, sans condition, pas liés par le sang, mais par la bienveillance. Et ça, personne ne pouvait me le retirer. Je ne sais pas exactement comment cela s'est organisé. Peut-être que le bouche à oreille a fait son chemin. Peut-être qu'un cœur sincère attire les cœurs semblables. Toujours est-il qu'un jour,
j'ai reçu une invitation officielle du Centre culturel de Nice. Une conférence. Thème, femme, âge et argent. Reprendre la parole. Au début, j'ai ri doucement. Moi, prendre la parole. J'ai passé ma vie à écouter, à me faire toute petite dans les conversations, à faire passer les besoins des autres avant les miens. Mais Camille m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Il est temps que ce soit toi qui sois au centre de la table. » J'ai accepté. Le jour venu, je me suis habillée simplement, mais avec soin. Une blouse blanche à broderie que Paul aimait bien, et une jupe longue à fleurs, un peu froissée mais propre. Camille m'a accompagnée, tenant une boîte de madeleines maison pour les partager après la conférence. En arrivant dans la petite salle du centre, j'ai été surprise de voir autant de monde, des femmes surtout jeunes, moins jeunes, quelques hommes aussi, des regards curieux, bienveillants. Personne ne savait vraiment qui j'étais. Et pourtant, ils étaient là, prêts à écouter une vieille boulangère de marché. Quand on m'a tendu le micro, j'ai eu un moment de vertige. Mais ensuite, tout est sorti naturellement. Je n'ai pas parlé avec colère, pas même avec tristesse. J'ai raconté simplement le marché, le chariot, les réveils à 3 heures du matin, le fils qu'on aime sans compter, le petit-fils qu'on berce, qu'on nourrit, qu'on rêve de voir réussir. Et puis le silence, l'humiliation douce, l'effacement. J'ai dit, on ne devient pas invisible parce qu'on vieillit. On le devient parce qu'on laisse les autres nous éteindre. Il y a eu un murmure dans la salle, un frémissement. J'ai continué. J'ai parlé de la bourse, des lettres que j'avais reçues, de Sophie, de Camille, de ses mains qui se tendent quand on ose se redresser. Je n'ai pas dit justice, je n'ai pas dit vengeance. J'ai dit dignité. J'ai dit on peut recommencer, même à 70 ans passés. On peut changer de cap sans bruit, sans hurler, mais avec fermeté. Et parfois, en se choisissant, on inspire d'autres à faire de même. À la fin, il y a eu un silence, puis des applaudissements. Pas bruyants, mais sincères. Une jeune femme s'est levée. Elle avait une cicatrice au cou, des larmes dans les yeux. Elle est devenue jusqu'à moi, m'a serrée dans ses bras et m'a chuchoté. « Vous m'avez rappelé ma grand-mère. J'ai honte de ne pas l'avoir appelée depuis des mois. Merci. » Une autre est venue, une mère célibataire. Elle m'a demandé s'il restait un exemplaire du livret de recettes. Je lui ai tendu le mien, celui que je gardais en souvenir. Et j'ai dit, « Il n'est à moi que tant qu'il reste fermé. Ouvrez-le, il sera à vous. » Dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu des messages, des lettres, des dessins d'enfants. Une petite fille de 7 ans m'a envoyé une photo d'elle en train de cuisiner avec sa mamie. Avec cette phrase, « C'est nous deux, comme toi et Camille. » J'ai accroché cette photo sur mon frigo, à côté des fleurs séchées, que Paul m'avait offertes à notre dernier anniversaire. Je ne suis pas devenue célèbre, je ne suis pas passée à la télévision, mais dans mon quartier, les gens me souriaient différemment. Pas comme on salue une vieille dame polie, non, comme on reconnaît quelqu'un qui a osé parler vrai. Une dame du marché, que je ne connaissais que de vue, m'a tendu un sac de citron en disant « C'est pour vos tartes. Continuez. » Je lui ai souri. Et j'ai répondu « Ce n'est pas moi qui continue. C'est nous toutes. Le plus beau reste ce qui ne s'écrit pas. Les regards échangés, les silences apaisés, les femmes qui viennent me voir non pour me demander, mais pour offrir. » Une voisine m'a cousu un tablier avec mon prénom brodé. Une étudiante m'a proposé de créer un site internet pour publier les histoires des bénéficiaires de la bourse. On pourrait appeler ça « les héritières », m'a-t-elle dit. Ce mot m'a traversé comme un rayon de soleil. Les héritières, ce que je n'avais pas pu être dans ma propre famille. Je le devenais ailleurs, porteuse d'un lien, d'un regard,
d'une valeur transmise. Ce jour-là, en rentrant chez moi, j'ai allumé la vieille radio dans la cuisine, comme au temps de Paul. Une musique douce et montée dans la pièce, et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à fredonner. Camille m'a surprise, m'a regardée et a dit « Mamie, tu es redevenue lumineuse. » Je lui ai pris la main et je lui ai répondu. Je n'étais jamais éteinte, on m'avait juste mise dans un tiroir. Maintenant, ce tiroir est ouvert. Et ce qu'il contient, ce n'est pas un passé révolu. C'est une promesse, une chaleur, une force tranquille. Celle de toutes les femmes qu'on a voulu faire taire, mais qui un jour se lèvent et cuisinent leur revanche dans un vieux moule à madeleine. Ce matin-là, comme souvent désormais, je me suis réveillée avant l'aube. Pas à cause d'un réveil, ni par habitude de marcher, mais simplement parce que l'air marin m'appelait. J'ai descendu les escaliers doucement, enfilé mon vieux cardigan beige et mis l'eau à chauffer pour un café noir bien fort. En ouvrant les volets, j'ai laissé entrer la lumière bleue du petit jour, celle qui n'a pas encore décidé si elle voulait être douce ou éclatante. Sur la table, il y avait une lettre, celle que je devais envoyer à Sophie Martin. Elle allait bientôt commencer sa 2e année de licence. J'avais écrit à la main, comme toujours, pas une lettre formelle. Non, une lettre de femme à femme, de femme debout à femme qui se lève. Je lui écrivais. Tu n'as pas besoin de demander la permission d'exister, ni à un père, ni à un professeur, ni à la société. Sois forte, même quand tu trembles. Sois fière, même quand tu doutes. Et souviens-toi, ta valeur ne dépend pas du regard des autres. Avant de refermer l'enveloppe, j'y ai glissé une carte postale de Nice, une photo du port, avec ses barques colorées, et Todo, une phrase de moi. Simple, je t'attends cet été, avec du sucre glace et de la musique. Je me suis ensuite installée près de la fenêtre, avec mon café brûlant, regardant les premières mouettes tournoyer au-dessus du vieux port. Sur la commode, j'ai replacé la photo de Paul, légèrement de travers, à côté du nouveau cadre que Camille m'avait offert. De danse, une citation que je relis chaque jour. On ne vieillit pas. On s'élargit. Et c'est vrai, à 70 ans, je n'ai jamais été aussi vaste. Mon cœur s'est étendu vers des jeunes que je ne connaissais pas, vers des femmes que je n'avais jamais vues, vers une communauté de douceur que rien ne pourra plus effacer. Ce jour-là, Camille est venue avec un panier plein, des abricots, de la farine, un vieux vin doux. Elle avait apporté aussi un carnet vierge. On commence le 2e livret. Mamie, celui pour les héritières. On a retroussé nos manches. J'ai recommencé à pétrir. Elle a mis la musique. Un vieux vinyle de Brassens craquait doucement dans le coin. Et puis, sans prévenir, on a vu Sophie apparaître au portail. Un grand sourire, les bras chargés de lavande, les yeux pleins d'été. Elle a couru m'embrasser, a senti l'odeur du beurre dans l'air et a dit « C'est ici, le paradis. » Ouais, c'était ici, un vieux appartement au cœur de Nice. Une cuisine où les souvenirs se mélangent au projet. 3 femmes autour d'un plan de travail. Et dans le four, des tartelettes dorées à point. 3 générations, 3 douleurs, 3 renaissances. Ensemble, sans bruit, sans drapeau. Juste la chaleur de l'essentiel. J'ai compris alors que la liberté, la vraie, n'est jamais offerte. Elle se regagne, à coups de choix, de courage, de refus discrets, et qu'il n'est jamais trop tard pour dessiner une autre fin à son histoire, ni trop vieux pour planter une graine nouvelle. J'ai semé, et maintenant, je regardais les jeunes pousseux lever la tête vers le soleil, sans honte, sans peur. Alors si, toi qui écoutes mon histoire, tu t'es reconnu dans mes silences, dans mes doutes ou dans mes réveils solitaires, souviens-toi de ceci.
Tu as le droit d'exister pleinement. Tu as le droit de poser tes limites, de dire non, de dire oui aussi. Tu as le droit de reprendre ce qu'on t'a enlevé, ta voix, ta dignité, ton espace. Peu importe ton âge, ton statut ou ton passé. Ce n'est jamais fini tant qu'il te reste une étincelle. Et si mon récit t'a touché, si tu crois qu'il pourrait aider quelqu'un d'autre à se relever, alors n'hésite pas à le partager autour de toi. Laisse un commentaire pour raconter ton propre chemin ou celui d'une femme que tu admires. Abonne-toi pour entendre d'autres voix comme la mienne. Pas parfaite, pas héroïque, mais vraie, humaine, forte de toutes leurs failles. Parce qu'ensemble, en parlant, en écoutant, en refusant d'être invisibles, nous devenons les héritières. Et ça, c'est peut-être le plus beau des héritages.